Dans une petite ville côtière de Bretagne, où les vagues s'écrasaient doucement contre les falaises et où l'air salé portait une odeur de liberté, se dressait l'Étoile de Mer, un restaurant élégant niché au cœur du port. Les tables en bois verni, les nappes blanches impeccables et les lustres en cristal attiraient une clientèle huppée, des hommes d'affaires aux touristes fortunés. C'était là que Camille, une jeune femme de 24 ans, travaillait comme serveuse. Avec ses cheveux bruns attachés en un chignon imparfait et ses yeux noisettes qui semblaient toujours observer plus qu'ils ne laissaient paraître, elle se fondait dans l'ombre des clients. Personne ne remarquait vraiment Camille. Elle était comme un courant d'air, discrète, efficace, invisible. Pourtant, sous cette façade modeste, elle portait un passé lourd. Orpheline de père depuis l'âge de 10 ans, abandonnée par une mère absente, elle avait appris à survivre seule, économisant chaque centime pour un avenir qu'elle n'osait à peine imaginer. Son petit appartement au-dessus du restaurant, avec ses murs défraîchis et son lit étroit, était son refuge, mais aussi le rappel constant de sa solitude. Chaque matin, Camille enfilait son uniforme noir et blanc, ajustait son tablier et descendait au restaurant. Elle servait le café avec une précision mécanique, écoutant les conversations des clients sans jamais intervenir. Les habitués, des notables locaux et des vacanciers, parlaient de leurs affaires, de leur yacht ou de leurs projets immobiliers, ignorant la jeune femme qui glissait entre les tables. Mais ce matin-là, un homme entra, différent des autres. Victor Langlois, la cinquantaine, s'installa à la table d'angle, celle réservée aux clients VIP. Son costume gris taillé sur mesure, sa montre en or scintillant au poignet et son regard perçant trahissaient son statut. Victor était un millionnaire connu pour son empire immobilier, un homme dont le nom faisait trembler les petits entrepreneurs de la région. Il commanda un café d'un ton sec, ses yeux glissant sur Camille avec une condescendance amusée. Lorsqu'elle posa la tasse devant lui, il murmura, un sourire en coin, « Personne ne me dit non ». Ces mots, prononcés avec une assurance écrasante, résonnèrent en Camille comme une provocation. Elle baissa les yeux, comme elle le faisait toujours, mais une étincelle d'agacement s'alluma en elle. Ce n'était pas la première fois qu'un client la traitait comme une ombre, mais quelque chose dans l'arrogance de Victor la dérangeait profondément. Camille n'était pas seule dans ce petit monde du restaurant. Sophie, la cuisinière, était sa meilleure amie, une femme de 30 ans à la langue bien pendue et au rire communicatif. Avec ses cheveux roux coupés courts et son énergie débordante, Sophie était tout l'opposé de Camille. Elle n'hésitait pas à lancer des piques aux clients arrogants, surtout lorsqu'ils maltraitaient le personnel. Derrière son assurance, cependant, Sophie cachait un secret, des dettes accumulées à cause d'un ancien petit ami escroc, qui la forçait à vivre dans l'angoisse constante d'être rattrapée par son passé. Sophie considérait Camille comme une petite sœur et la poussait souvent à sortir de sa coquille. « Ne te laisse pas marcher sur les pieds, ma belle », lui répétait-elle en préparant ses plats. Ce matin-là, lorsque Victor lança son commentaire, Sophie, depuis la cuisine, observa la scène à travers la petite fenêtre de service. Elle murmura à Camille, en plaisantant à moitié, « Celui-là, il se prend pour le roi du monde. Fais attention, il a l'air du genre à mordre. » Le premier conflit éclata peu après. Victor, après avoir terminé son café, demanda un plat hors menu, un homard préparé d'une manière bien précise, et un vin rare, réservé à une autre table. Camille, nerveuse mais déterminée à suivre les règles du restaurant, expliqua poliment qu'elle ne pouvait pas accéder à sa demande. Victor haussa un sourcil, visiblement amusé par son audace. « Tu ne comprends pas, ma chère. Personne ne me dit non. » Sa voix était douce, mais lourde de menaces. Les autres clients tournèrent la tête, curieux. Camille sentit ses joues s'empourprer, mais elle tint bon, répétant que le vin était déjà promis. Sophie, depuis la cuisine, lui lança un regard encourageant, comme pour lui dire de ne pas céder. Victor finit par sourire, un sourire froid qui ne monta pas jusqu'à ses yeux, et commanda autre chose. Mais Camille savait qu'elle venait de franchir une ligne invisible. Cet homme n'était pas du genre à oublier un affront, aussi minime soit-il. Le lendemain, Victor revint, s'installant à la même table. Cette fois, il était accompagné d'un homme au visage dur, Marc, dont le regard scrutateur mit Camille mal à l'aise. Alors qu'elle nettoyait la table après leur départ, elle trouva un petit carnet noir, glissé sous une serviette. Par réflexe, elle le ramassa, pensant le rendre plus tard. Mais la curiosité l'emporta. Seule dans l'arrière-salle,
Elle l'ouvrit et découvrit une liste de noms, de dates et de sommes d'argent astronomiques, accompagnées de notes cryptiques comme « projet phare », finalisé avant le 15. Son cœur s'accéléra. Elle comprit rapidement que ce carnet n'était pas un simple agenda. Il semblait contenir des preuves de transactions douteuses, peut-être des pots de vin liés à un projet immobilier controversé dont elle avait entendu parler au restaurant. Le projet phare était un complexe de luxe qui menaçait de déplacer les habitants d'un quartier populaire. Camille glissa le carnet dans sa poche, partagée entre la peur et une étrange excitation. Elle savait qu'elle tenait quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait détruire Victor Langlois. Ce soir-là, dans son appartement, Camille relut le carnet à la lumière d'une lampe vacillante. Chaque page semblait confirmer ses soupçons, des noms de politiciens locaux, des montants précis, des rendez-vous secrets. Elle pensa à le rendre anonymement, mais une voix intérieure, celle de la jeune fille qui avait toujours été ignorée, lui murmura de ne pas se taire. Elle partagea sa découverte avec Sophie, qui, les yeux écarquillés, insista pour qu'elles enquêtent discrètement. Si c'est ce que je pense, Camille, c'est énorme. Mais faites attention, des types comme Victor ne jouent pas fair-play. Sophie mentionna avoir vu Marc intimider des gens en ville, ce qui renforça la crainte de Camille. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que ce carnet était une chance, une opportunité de prouver qu'elle n'était pas invisible. Et la tension monta lorsqu'elle retourna au restaurant le lendemain. Victor était là, comme si de rien n'était, mais son regard semblait plus perçant, comme s'il cherchait quelque chose. Camille, nerveuse, évita ses yeux, mais elle sentit qu'il savait. En fin de soirée, alors qu'elle fermait le restaurant, elle trouva une note glissée sous une assiette. « Rends-le, ou tu regretteras. » Son sang se glaça. Était-ce Victor? Marc? Ou quelqu'un d'autre? Elle commença à regarder par-dessus son épaule en rentrant chez elle, convaincue qu'on la suivait dans les ruelles sombres de la ville. Le carnet, caché dans son sac, pesait comme une bombe à retardement. Camille se demanda si elle avait la force de défier un homme comme Victor, ou si elle devait rester dans l'ombre, comme elle l'avait toujours fait. Mais une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. Camille passa la nuit à tourner et retourner le carnet noir entre ses mains, incapable de fermer l'œil. Les mots de la note « Rends-le, ou tu regretteras » résonnaient dans son esprit comme un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. La lumière pâle de son appartement, filtrée par un vieux rideau, projetait des ombres mouvantes sur les murs, amplifiant son angoisse. Elle n'était qu'une serveuse, une fille sans importance aux yeux du monde, mais ce carnet, avec ses listes de noms et de chiffres, lui donnait un pouvoir qu'elle n'avait jamais eu. Pourtant, ce pouvoir venait avec un prix, la peur. Victor Langlois n'était pas un homme ordinaire. Son empire immobilier, bâti sur des années de transactions douteuses, faisait de lui une figure intouchable dans cette petite ville bretonne. Défier un tel homme, c'était comme jouer avec un feu qui pouvait tout consumer. Le lendemain matin, au restaurant L'Étoile de Mer, Camille tenta de reprendre sa routine, servant le café avec un sourire forcé. Mais ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux scrutaient chaque client, cherchant Marc, l'homme au manteau sombre, ou pire, Victor lui-même. Sophie, dans la cuisine, remarqua son agitation. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier. Camille hésita, puis lui montra la note menaçante. Sophie pâlit. « C'est Victor, j'en suis sûre. »« Ou ce type, Marc ? » ?»« Il faut agir, Camille. On ne peut pas juste attendre qu'il vienne te chercher. » Sophie proposa à nouveau de contacter Paul, un journaliste local connu pour ses enquêtes sur la corruption. Camille, méfiante, n'était pas convaincue. Elle avait appris, à ses dépens, que faire confiance pouvait coûter cher. Mais Sophie insista, arguant que Paul était leur meilleure chance de faire tomber Victor. Pense à tous ces gens qui vont perdre leur maison à cause de son projet phare. Tu veux vraiment rester les bras croisés? Camille acquiesça à contre-cœur, mais elle décida de garder le carnet pour l'instant. Elle ne pouvait se résoudre à le rendre. Pas après avoir vu les noms des politiciens locaux et les sommes exorbitantes inscrites à côté. Ce projet phare, un complexe de tours de luxe prévu sur le front de mer, était au cœur des conversations dans la ville. Les habitants du quartier populaire, menacés d'expulsion, protestaient en vain. Camille avait entendu leurs histoires au restaurant, des familles entières, des retraités, des commerçants,
tous risquaient de perdre leur foyer pour faire place à des appartements hors de prix. Le carnet semblait être la preuve que Victor achetait le silence des élus pour faire avancer son projet. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'était personne, et Victor avait des ressources qu'elle ne pouvait imaginer. Ce jour-là, Victor revint au restaurant, s'installant à sa table habituelle. Son sourire, toujours aussi énigmatique, semblait la narguer. Il commanda son expresso, puis, alors que Camille s'éloignait, il lança d'un ton désinvolte: « Tu as trouvé quelque chose qui ne t'appartient pas, n'est-ce pas ?» Camille sentit son cœur s'arrêter. Elle balbutia une réponse vague, prétendant ne pas comprendre, mais Victor se contenta de rire doucement. « Fais attention, petite. Les choses perdues finissent toujours par revenir à leur propriétaire. » Ces mots, prononcés avec une fausse légèreté, la glacèrent. Elle comprit qu'il savait. Mais comment? Avait-elle été imprudente? Avait-il des yeux partout? En rentrant dans la cuisine, elle confia ses craintes à Sophie, qui semblait de plus en plus nerveuse. « Il joue avec toi, Camille. Il veut te faire peur. Ne le laisse pas gagner. » Poussée par Sophie, Camille accepta finalement de rencontrer Paul. Ils se retrouvèrent dans un café discret à l'autre bout de la ville, loin des regards indiscrets. Paul, un homme d'une quarantaine d'années avec des lunettes rondes et un air fatigué, écouta son récit avec un mélange de fascination et de prudence. Lorsqu'elle lui montra le carnet, il feuilleta les pages, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. « C'est du lourd, » murmura-t-il. « Si c'est authentique, ça pourrait faire tomber Victor Langlois et la moitié du conseil municipal. Mais tu dois comprendre une chose, cet homme est dangereux. Si tu vas plus loin, tu deviens une cible. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle voulait faire ce qui était juste, mais la peur la paralysait. Paul lui conseilla de faire des copies du carnet avant de le rendre, pour garder une assurance. « Ne joue pas les héroïnes seules, » ajouta-t-il. « Tu as besoin d'alliés. » De retour chez elle, Camille photocopia chaque page du carnet, cachant les copies dans une boîte sous son lit. Puis, le cœur battant, elle décida de rendre l'original à Victor. Elle ne pouvait pas continuer à vivre avec cette menace suspendue au-dessus de sa tête. Le lendemain, lorsqu'il entra dans le restaurant, elle glissa le carnet sous une serviette et le posa sur sa table. « Vous avez oublié ça l'autre jour, » dit-elle, évitant son regard. Victor prit le carnet, le feuilleta brièvement, puis la fixa avec un sourire qui lui donna la chair de poule. « Tu es plus maligne que je ne le pensais, Camille. Mais fais attention. Les gens malins finissent souvent mal. » Ces mots la poursuivirent toute la journée, comme une ombre qu'elle ne pouvait semer point, et la confrontation ne s'arrêta pas là. Ce soir-là, alors qu'elle fermait le restaurant, Camille aperçut Marc dans la ruelle en face. Il ne bougea pas, se contentant de l'observer, une cigarette allumée entre les doigts. Elle sentit son pouce accélérer, mais elle refusa de montrer sa peur. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle vérifia la boîte sous son lit, les copies étaient toujours là. Soulagée, elle s'effondra sur son lit, mais le sommeil ne vint pas. Elle repensait à Victor, à ses mots, à son assurance écrasante. Elle repensait aussi à Sophie, qui semblait de plus en plus nerveuse, comme si elle cachait quelque chose. Camille se demanda si elle pouvait vraiment lui faire confiance, ou si son amie, acculée par ses dettes, pourrait la trahir. Le lendemain, la situation s'aggrava. Paul l'appela, la voix tremblante. « Quelqu'un est entré chez moi hier soir. Ils n'ont rien pris, mais tout était sens dessus-dessous. Je pense qu'ils cherchaient le carnet. » Camille sentit une vague de panique l'envahir. Elle n'avait montré les copies à personne d'autre que Paul. Comment pouvait-il savoir? Était-elle surveillée? Elle commença à remarquer des détails qu'elle avait ignorés. Un client qui la regardait trop longtemps, une voiture qui passait trop souvent devant le restaurant. Même Sophie semblait distante, évitant ses questions sur Marc et sur ce qu'elle savait de Victor. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Camille trouva son appartement fouillé. Les tiroirs étaient ouverts. Ses vêtements éparpillés sur le sol. La boîte sous son lit était vide. Les copies du carnet avaient disparu. Une nouvelle note l'attendait, posée sur son oreiller, dernier avertissement. Son sang se glaça. Victor, ou quelqu'un qui travaillait pour lui, était toujours un pas devant elle. Mais ce qui la troubla le plus, c'était une pensée insidieuse.
comment savait-il où elle cachait les copies? Seule Sophie connaissait l'existence de la boîte. La trahison, comme une lame, s'insinua dans son esprit. Était-ce possible que son amie, celle qu'elle considérait comme une sœur, l'ait vendue? Camille s'assit sur son lit, le cœur lourd, réalisant qu'elle était peut-être plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Camille sentit le poids de la trahison peser sur elle comme une chape de plomb. Son appartement, dévasté par l'intrusion, semblait refléter l'état de son esprit, tout ce qu'elle croyait solide s'effondrait. Les copies du carnet noir, sa seule assurance contre Victor Langlois, avaient disparu, et la note, dernier avertissement, résonnait comme une sentence. Pourtant, au fond d'elle, une colère sourde grandissait, alimentée par les années où elle s'était tue, où elle s'était effacée. Elle n'était plus la serveuse invisible de l'étoile de mer. Elle décida qu'elle ne se laisserait pas briser, pas par Victor, pas par Marc, et encore moins par la possibilité que Sophie, sa meilleure amie, l'ait trahi. Le lendemain, Camille se rendit au restaurant, déterminée à confronter Victor. Il était là, à sa table habituelle, sirotant son expresso avec son assurance habituelle. Elle s'approcha, le cœur battant, et posa ses mains sur la table. « Je sais tout sur le projet phare, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Vos pots de vin, vos magouilles avec les élus. Vous ne m'intimiderez pas. » Victor la fixa, un sourire narquois aux lèvres. « Tu crois que tu peux me défier, petite? Tu n'es rien. » Ces mots, destinés à la briser, eurent l'effet inverse. Camille sentit une force nouvelle monter en elle. Elle révéla qu'elle avait envoyé une version numérique du carnet à plusieurs journalistes avant que les copies ne disparaissent. « Vous ne pouvez pas tous les arrêter, » lança-t-elle, avant de tourner les talons-points et la vérité éclata comme une tempête. Le soir même, un article explosif parut en ligne, détaillant les transactions illégales de Victor. La ville entière s'embrasa, les habitants du quartier populaire manifestant devant la mairie. Victor fut arrêté, son empire immobilier vacillant sous le poids du scandale. Mais Camille n'était pas naïve, elle savait que la victoire avait un prix. En rentrant chez elle, elle trouva Sophie, les yeux rougis par les larmes. « Je n'avais pas le choix, » murmura-t-elle, avouant qu'elle avait donné les copies à Marc pour effacer ses dettes. La trahison de Sophie, bien que douloureuse, ne surprit pas Camille. Elle lui pardonna à contre-cœur, mais une distance s'installa entre elles. Camille quitta l'étoile de mer et déménagea dans une autre ville, cherchant un nouveau départ. Elle commença à écrire son histoire, espérant inspirer d'autres à ne pas se taire face à l'injustice. Mais l'ombre de Victor persistait. Des messages anonymes, parfois un simple « Tu n'es pas en sécurité », lui rappelaient que Marc, l'homme de main, était toujours en liberté. Assise dans un café face à la mer, Camille regardait l'horizon, partagée entre la fierté d'avoir défié un homme intouchable et la peur de ce qui pourrait encore venir. La vérité était sortie, mais une question la hantait, avait-elle vraiment échappé à ceux qui tiraient les ficelles dans l'ombre ?